Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous. Pour le troisième épisode de notre série consacrée à la relation avec son locataire, nous allons aujourd'hui nous pencher sur les différentes échéances du bail en location meublée, et notamment sur deux points importants pour les bailleurs, à savoir la révision du loyer et le congé donné par le bailleur. Afin de traiter ce sujet, il est premièrement important de préciser que nous aborderons ici uniquement le cas des logements meublés qui sont loués sur la longue durée. En effet, dans le cas d'un bail étudiant, d'un bail mobilité ou d'un bail saisonnier, le contrat prend simplement fin à l'échéance prévue, sans qu'une quelconque notion de reconduction tacite puisse s'appliquer et sans que le propriétaire du logement ait besoin de délivrer un congé. Il en est de même pour la révision du loyer, qui n'est pas possible dans ce type de contrat en raison de leur durée. Et pour un bail en résidence secondaire, ces questions doivent être directement réglées par le contrat passé entre les parties, qui est passé sur la base des dispositions du Code civil, d'où le fait qu'un tel type de contrat soit également appelé un bail code civil. Pour un bail meublé de longue durée, c'est comme bien souvent à la loi du 6 juillet 1989 et aux textes qui sont venus la compléter, comme la loi Allure du 24 mars 2014, qu'il faudra se référer. Ces contrats sont marqués par un mécanisme qui leur est propre, celui de la reconduction tacite. Cela veut dire qu'à l'expiration de la durée prévue par le bail, ce dernier ne prendra pas fin, mais sera au contraire reconduit dans les mêmes conditions et pour la même durée. Or, la date prévue pour l'échéance du bail joue également un rôle important pour le bailleur qui souhaite augmenter le loyer de son bien ou mettre fin au contrat de location meublée. Penchons-nous donc tour à tour sur ces deux situations. En matière d'augmentation de loyer, la loi indique qu'il est tout à fait possible de le faire pour une location meublée à titre de résidence principale du locataire. Néanmoins, certaines règles seront à respecter. La première est que l'augmentation ne sera possible qu'à condition qu'elle ait été prévue dans le contrat de location meublée en y insérant une clause concernant la révision du loyer. En l'absence d'une telle clause, le loyer devra rester le même pendant toute la durée de la location. Cette clause peut prévoir le moment où la révision interviendra dans l'année, mais dans la plupart des cas, c'est la date anniversaire du bail qui est retenue. La deuxième tient au calcul de l'augmentation, qui ne peut pas être fixée librement par le propriétaire. En effet, le calcul du nouveau loyer doit être fait sur la base d'un indice, l'indice de référence des loyers, ou IRL. Cet indice, qui est publié chaque trimestre par l'INSEE, ainsi qu'au journal officiel, correspond à la moyenne sur les 12 derniers mois de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac et hors loyer. Si la clause de révision du contrat n'a pas prévu le trimestre de référence à prendre en compte, ce n'est pas gênant en pratique. Dans ce cas, il convient simplement de se référer à celui qui correspond au dernier indice connu à la date de signature du bail de location meublée. Pour calculer le nouveau loyer, il suffira donc de multiplier le montant du loyer hors charge par l'IRL de l'année en cours, avant de diviser le résultat obtenu par l'IRL de l'année précédente, et en prenant bien garde d'utiliser l'IRL du même trimestre pour l'année en cours et l'année précédente. À ce sujet, notez que si votre logement est situé en zone tendue, des dispositions particulières s'appliqueront et vous devrez vous conformer aux règles d'encadrement des loyers. La troisième règle en matière d'augmentation du loyer concerne bien entendu l'information du locataire, qui est indispensable. En effet, l'augmentation de loyer n'est qu'une option laissée au propriétaire, et il n'est en aucun cas possible de considérer que le locataire devra lui-même procéder automatiquement à la révision chaque année, sans demande expresse de votre part. Afin d'informer votre locataire en cas d'augmentation de loyer, vous devez donc lui adresser un courrier recommandé avec accusé de réception. Un tel type de courrier aura l'avantage de pouvoir prouver la date à laquelle l'augmentation était réclamée. Ainsi, par courtoisie, mais aussi pour éviter toute déconvenue, pensez à informer votre locataire suffisamment à l'avance, car la demande ne vaut qu'à partir du prochain mois de loyer. Si elle devait arriver après le début du mois car vous l'avez demandé trop tard, l'augmentation ne serait donc effective que pour le mois suivant. Dernière règle très importante en matière de révision de loyer, notez bien qu'une demande d'augmentation de loyer ne peut, sous aucun prétexte, être rétroactive. Cela entraîne deux conséquences. La première est que si une augmentation est demandée en cours d'année,
par exemple plusieurs mois après la date à laquelle elle aurait pu être demandée, elle ne vaudra que pour les mois suivants, et le propriétaire a l'interdiction formelle de demander un complément a posteriori à son locataire pour les mois qui auraient pu faire l'objet d'une augmentation. La seconde est que si une augmentation n'est pas demandée pendant l'année où elle aurait pu avoir lieu, son propriétaire ne pourra pas s'en prévaloir ensuite. Cela veut dire qu'il lui sera bien entendu toujours possible d'augmenter le loyer pour les années suivantes, mais que l'augmentation devrait être calculée sur la base du loyer en cours et non du loyer tel qu'il aurait été si une révision avait eu lieu dans les temps. Passons maintenant à une autre échéance, celle du congé donné par le bailleur, qui est encadrée par l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989. La première chose à savoir est que vous ne pourrez donner congé à votre locataire qu'à certaines conditions. À savoir que votre volonté de mettre fin au bail repose sur une décision de reprendre ou de vendre le logement, ou qu'elle repose sur un motif sérieux et légitime, comme l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé devra obligatoirement mentionner le motif allégué. De plus, en cas de reprise, il devra mentionner les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise, ainsi que la nature du lien existant entre vous et le bénéficiaire, ce dernier ne pouvant d'ailleurs être que vous-même, votre conjoint, votre partenaire de Pacs, votre concubin notoire depuis au moins 1 an à la date du congé, ou bien vos ascendants, vos descendants, ou encore ceux de votre conjoint, de votre partenaire de Pacs ou de votre concubin notoire. En cas de litige, la réalité du motif du congé pourra être contrôlée par un juge, et un congé délivré de manière frauduleuse vous expose au paiement d'une amende pénale dont le montant est proportionnel à la gravité des faits et qui ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale. Deuxième élément, et non des moindres, il s'agit de bien respecter les délais de préavis en matière de congé. Il existe ici une double condition. La première est que le congé ne prendra effet qu'à l'échéance du bail. La seconde est que le congé doit avoir été notifié au minimum 3 mois avant la date d'échéance du bail. Le congé doit par ailleurs être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice, ou encore remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou encore de la remise en main propre. Il est donc très important de bien le respecter, car un congé délivré hors délai resterait certes valable, mais uniquement pour l'échéance suivante. Il vaut donc mieux l'adresser le plus en avance possible. Si tout a été fait dans les règles, le locataire sera déchu de tout droit d'occupation à l'expiration du bail, mais notez que si ce dernier quitte les lieux avant la fin du délai de préavis, il ne sera redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux. Dernier élément à prendre en compte, sachez que vous ne pouvez pas donner congé à votre locataire si celui-ci est âgé de plus de 65 ans à la date d'expiration du bail et qu'il dispose de ressources annuelles inférieures au plafond de ressources applicable pour l'attribution des logements conventionnés, et ce, à moins de lui proposer un logement à proximité correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Ces dispositions protectrices sont également applicables lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de 65 ans vivant habituellement dans le logement, si le montant cumulé de leurs ressources annuelles est inférieur au plafond de ressources applicable pour l'attribution des logements conventionnés. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si vous êtes vous-même âgé de plus de 65 ans ou si vos ressources annuelles sont inférieures à ce même plafond. L'âge du locataire ou de la personne à sa charge et le vôtre sont appréciés à la date d'échéance du contrat, tandis que le montant de vos ressources respectives sont appréciés à la date de notification du congé. Pour conclure, mentionnons 2 autres informations relatives aux échéances et aux délais de préavis en location meublée. Si vous souhaitez modifier les conditions du contrat de bail à son expiration, la procédure sera sensiblement la même que pour un congé, à savoir que vous devrez en informer votre locataire dans un délai de 3 mois et que les changements ne pourront prendre effet qu'au renouvellement du contrat. Toutefois, les changements ne seront possibles que si le locataire les accepte. En cas de litige, il est possible de passer par la commission départementale de conciliation ou par un juge en dernier recours. Mais attention, si la question n'est pas tranchée à l'échéance du bail, il sera reconduit dans les mêmes termes et sans changement. Là encore, l'anticipation est de mise. Enfin, du côté de votre locataire, ce dernier peut résilier le bail à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'1 mois, et ce, y compris lorsque la durée du bail est réduite à 9 mois dans le cadre d'un contrat de location étudiante. Il sera alors redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui vous a notifié le congé, sauf si,
Avec votre accord, le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire. Notre épisode consacré aux échéances du contrat de bail touche à sa fin. Pour poursuivre dans le thème de la relation avec son locataire, notre prochain épisode portera sur les situations plus particulières de la location, comme la location à un membre de sa famille et le cas de la sous-location. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.